Pourquoi tu as voulu entreprendre ? Pourquoi j'ai voulu entreprendre ? Très bonne question. Parce que déjà, je voulais rentrer chez moi. Ça, c'était... Je n'ai rien laissé dans le pays de la personne. Je pense que 20 ans, c'est bien. À un moment, faut rentrer et rapporter ce qu'on a pu voir ailleurs. En tout cas, essayer de contribuer. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Leslie Ardon, ancienne basketteuse professionnelle et maintenant entrepreneuse. Nous sommes rencontrés lors du salon Allez Virer, le salon du retour au pays en Martinique. Bonjour Leslie, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va super. Bah écoute, aujourd'hui on est au Martinique Technopole, donc c'est une pépinière d'entreprise située à la zone des étangs abricots. Donc voilà, dans de superbes locaux, une superbe journée, donc ça va être une très belle interview. J'espère bien. Moi aussi. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel département es-tu originaire ? Alors, je m'appelle Leslie Ardon, originaire de la Martinique. Combien de temps t'as vécu en Martinique ? Jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Après, voilà, je suis pas née en Martinique, je suis née à Marseille, personne n'est parfait. Mais voilà, de l'âge de 9 mois jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu ici. Comment tu décrirais le mode de vie en Martinique ? Le mode de vie en Martinique, chaleureux. Chaleureux, épicurien aussi, parce que les gens, ils aiment bien faire la fête. Ils aiment bien décompresser après une semaine de boulot. Mais quelque chose de prégnant, quelque chose de... Je ne vais pas dire une mentalité, mais une ambiance, un état d'esprit en fait. Un état d'esprit qui marque. Il marque à quel niveau ? Dans le cœur, dans sa façon de fonctionner, dans son parler aussi, parce que le créole, un peu partout en fait, dans son mode de fonctionnement. Est-ce que toi t'es épicurienne aussi ? Je l'ai été à l'époque quand je jouais au basket, entre guillemets. J'aimais bien profiter, faire la fête après les matchs. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée, je suis plutôt focalisée sur mon projet d'entreprise. Du coup, tu as parlé du basket. Comment le basket est rentré dans ta vie ? Par hasard, parce que initialement, moi, je faisais de la gym pour être avec mes copines, mais j'étais plutôt grande et vraiment pas bonne. Et donc, mon oncle m'a dit, mais t'es grande, va faire du basket. Et du coup, je l'ai écouté, parce que je voulais sortir de chez moi, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux. Donc, c'était la télé, l'école, et puis rien d'autre. Donc, je suis partie, je suis allée faire du basket, ça m'a bien plu. Et du coup, j'ai bien accroché, et puis... la suite, tu la connais. Quelle valeur t'as pu développer dans le basket ? La discipline, le respect des règles. Donc on a un peu ce modèle, le sport ça reste une école de la vie. Donc ce côté un peu citoyenneté, ce côté citoyen qui nous apprend à vivre ensemble, en groupe, travail, le dépassement de soi. Oh oui, le dépassement de soi. De toute façon, si on veut jouer, il faut être meilleur que les autres. Donc voilà, mais comprendre aussi qu'on contribue et qu'on a un rôle. Dans une équipe, on a un rôle. Combien de temps as-tu joué et où ? Alors, j'ai joué une bonne vingtaine d'années. J'ai débuté en Martinique, la Gauloise de Trinité. Après, je suis partie 1 an à Pau, en National 2. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Bourges. Je suis restée 2 ans. Je suis partie ensuite aux États-Unis pendant 4 ans. J'ai eu une bourse pour jouer dans une université qui s'appelle Seton Hall, dans le New Jersey. Je suis rentrée, encore une fois, à Bourges. Ensuite, suite à une blessure, ligament croisé, c'était le 2e, je suis partie en Espagne. Je pensais rester juste pas trop longtemps, juste faire une pige pour remplacer quelqu'un qui était blessé. Et finalement, je suis restée 4 ans. C'était assez long. Après, je suis rentrée en France. J'ai joué 2 ans à Nantes, 3 ans à Lyon, 2 ans à Toulouse. Et après, c'était l'heure de rentrer au Bercail. Donc après, je suis rentrée en Martinique. D'accord, donc tu as eu un très beau parcours. Très long en tout cas. Très long. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de ces 20 années de carrière dans le basket ? Oh là là, qu'est-ce que je retiens ? Des rencontres, des échanges avec des personnes formidables, des voyages différents, de nouvelles cultures, voir comment ça se passe ailleurs, comprendre les fonctionnements. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. Après, forcément, il y a eu des galères, mais au final, des bons moments. Des bons moments parce que c'est ce qu'il faut retenir et voir ce qu'on en tire et comment on peut avancer avec. Très bien. Et quel titre tu as gagné ? Alors en Martinique, championne de Martinique, championne anti-Guyane. J'ai été plusieurs fois d'ailleurs.
me rappelle plus. Sinon, j'ai été double championne de France Espoir, j'ai été vice-championne de France, j'ai été championne d'Euroleague, ce qui équivaut à l'UEFA Champions League, pour ceux qui connaissent plutôt le foot que le basket. Puis voilà. Hein. Et du coup, quand tu étais aux États-Unis, qu'est-ce que tu retiens de la culture basket là-bas? Waouh, la culture basket aux États-Unis, c'est pas la même qu'en France, ça c'est sûr, parce que le sport est vraiment est mis sur un piédestal, une ambiance, comprendre que le sport est vraiment un moyen d'y arriver. Et puis la reconnaissance, le sport est reconnu, donc après en termes de moyens financiers, l'engouement au niveau des fans, des supporters, les moyens qui sont mis dans tout ce qui va être événementiel, autour des matchs et tout ça, c'est sans aucune commune mesure. Que t'as pas retrouvé, que ce soit en France ou en Espagne? En France, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il peut y avoir des salles où il va y avoir beaucoup de monde. Une ambiance, c'est pas beaucoup de monde. C'est pas la même chose. Les supporters, c'est pas la même chose. Pour moi, un vrai supporter, il t'encourage pas que quand tu gagnes. Quand tu perds, il doit t'encourager aussi. En Espagne, on le retrouve plus. Parce que les mecs, c'est leur vie, quoi. Le match, aller au match, c'est la vie, c'est une ambiance. Mais encore une fois, en Espagne, les gens on retrouve ce côté chaleureux qu'on a chez nous. Alors qu'en France, les gens ont plus de, je vais pas dire qu'ils sont plus froids, mais il y a plus de recul. Le monde du basket en Martinique, comment tu le décrirais? Est-ce qu'il est très actif? Le monde du basket en Martinique, je pense que déjà avec la Covid, il a beaucoup souffert, mais comme tous les sports. En Martinique, il y a eu beaucoup de pertes de licenciés. Après, voilà, il y a des clubs comme mon club, la Gauloise, qui est un club centenaire, des clubs qui sont là, qui sont sur la place et qui résistent. Et puis il y a de nouveaux clubs. Donc c'est une bonne chose, ça va. Qu'est-ce que le basket t'a apporté? Le basket, le basket et le sport en général, c'est une école de la vie. Ça m'a apporté de la discipline. Ça m'a fait comprendre les codes entre guillemets citoyens, parce qu'il y a des règles, il y a des choses à respecter, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de faire mes études, ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens extraordinaires avec lesquels il m'arrive encore de collaborer. J'ai joué sur des terrains NBA. Tu vois, pour une petite Martiniquaise, c'était pas donné. J'ai rencontré des gens formidables. Aujourd'hui, je suis trilingue. Ça m'a ouvert des portes que je ne pensais même pas qu'il était possible d'ouvrir, en fait. Et ça, pour moi, c'est un message qu'il faut mettre en avant. Le sport, c'est une école de la vie et on ne deviendra pas tous champions. Mais ça permet vraiment de grandir, de s'épanouir. Cool. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces 20 années de carrière? Alors, des douleurs, beaucoup de douleurs, aux genoux, au dos. Des épreuves, mais comme je disais, ça permet déjà de se connaître soi. Ça m'a appris à me connaître. Très bien pu rester en Martinique et comme je dis souvent, je voulais devenir prof d'anglais. Bon, je suis toujours pas, mais ça m'a permis de me connaître. Ça m'a permis d'être résiliente. L'adaptation, j'en ai besoin aussi dans l'entrepreneuriat. Cette discipline, cette rigueur. On parle souvent d'avoir la motivation. Non, c'est pas la motivation. Il y a quelqu'un qui disait récemment que rien ne résiste à la répétition. Donc c'est savoir mettre en place des routines, sortir de sa zone de confort, comprendre que des fois il faut aller, c'est un marathon. À quelle distance, combien de temps on est prêt à courir quand on ne sait pas la distance qu'on va parcourir. Et voilà, s'accrocher à ses rêves et comprendre que tout est possible. Il faut être en tout cas, faut savoir ce qu'on est prêt à sacrifier. T'as sacrifié quoi toi du coup? Oula, j'ai sacrifié les carnavals. Non, mais c'est vrai, j'en parlais hier encore. Je disais, mais qu'est-ce que t'as pas vécu? Moi, mon premier vrai vidé, je parle pas de quand j'étais en seconde, parce que ça compte pas en seconde. C'était j'avais 35-36 ans quand je suis rentrée. Donc moi, quand tout le monde était en vacances, au carnaval, ou aller à Toulouse ou à Montpellier, non. Moi, j'avais entraînement, j'avais match, je pouvais pas. Quand il y avait des grands concerts de Cassav, je regarde, je fais, mon Dieu, je suis là, je peux pas y aller, j'ai entraînement. Le crabe à Pâques, le camping, non, rien. Donc c'est en rentrant que je peux me réapproprier mes codes, avec beaucoup de retard. Maintenant, c'est vrai que ma première année, quand mais qu'est-ce qu'ils sont tous en train de faire? Mais j'avais vu, mais le vivre en vrai, non. Donc maintenant, ça va. Je suis un peu plus... Tu as rattrapé un peu tout ça? Alors je sais pas si j'ai rattrapé, mais... En même temps, on ne pourra pas rattraper le passé. Mais en tout cas, essayer de profiter quand on peut. Est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de ça, ou tu es très content d'avoir eu ce parcours et d'avoir fait ces sacrifices?
Je pense que faut pas avoir de regrets. Enfin, les choses se présentent, il y a pas de hasard pour moi. Les choses se présentent à nous au moment T. Et après, charge à nous ou pas d'accepter le challenge et d'y aller. Après, c'est rebondir. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. On s'adapte, on voit ce qu'il faut modifier ou pas. J'ai eu une opportunité. Encore une fois, rien ne m'y prédestinait. Moi, voilà, je suis issu d'un milieu modeste. Mes grands-parents m'ont élevé, ils ont fait des sacrifices pour moi. J'ai eu la chance de voir, enfin, en tout cas, d'avoir certaines valeurs comme le travail. Je savais que je devais, entre guillemets, et en tout cas, le but, c'était quand même les rendre fiers. On m'a proposé de partir, ils ont accepté. Laisser partir une adolescente de 16 ans, les grands-parents, il y avait quand même le fossé des générations. Ils ont accepté, ils m'ont fait confiance. Après, le contrat, c'était d'avoir mes diplômes. Donc j'ai toujours fait mes choix par rapport à ça. J'ai eu mes diplômes, j'ai pu continuer. Je ne pensais pas voir tout ce que j'ai vu. J'ai quasiment fait le tour du monde. Encore une fois, j'ai fait des choses. Je viens de Trinité, quoi. C'est un point on voit même pas sur une carte. Et pouvoir, entre guillemets, derrière, parler à des jeunes ou d'autres personnes et leur dire, mais vous pouvez devenir ce que vous voulez, en fait. Et faut pas juste se référer du point de départ. Au contraire, par contre, après, avec le recul, on peut se dire, waouh, j'ai fait tout ça. Et ça, je pense que c'est ça qui est bien à transmettre en termes de message. Je sais pas si c'est un message d'espoir, mais c'est pas parce qu'on est issu d'une île qu'on peut pas faire plein de choses. Non, ça je te rejoins. En tout cas, ce sentiment de se dire que je viens d'un petit bout de la terre et parce que du coup, rapidement, moi, je suis allé en expatriation aux États-Unis en échange universitaire. C'est dans le Kansas, à Pittsburgh State University. Ouais. Sans le H, hein, c'était voilà. C'était pas le grand, c'était au centre, mais bon. Et en Malaisie aussi. Et du coup, des fois, tu prends du recul, tu te dis, en fait, je viens d'une toute petite île et je côtoie des gens qui viennent de partout et c'est grave enrichissant. Donc ça, ce sentiment-là, je le connais et ça me parle très fortement. Et effectivement, faut pas se mettre de limite, en fait. Si on se donne les moyens, tout est possible, en fait. À plus ou moins à long terme. Après, il faut savoir être patient aussi et mettre les efforts, mais si on veut aller dans une direction, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. En tout cas, qu'à terme, on y arrive. Donc, tu m'as dit, c'est parti à 16 ans, du coup, pour l'Hexagone, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es arrivé là-bas ? Waouh, qu'est-ce qui m'a marqué ? Le style. Ah oui. Ouais, ah oui, ok, d'accord. Tu sors de Martinique, tu mets tes petites Sebago, tes petites Dockside, t'arrives. Là, c'est des Doc Martens. Donc il faut que je change de style aussi, et puis il fait froid. Je pense que ma première année, c'était le folklore. Hein. Je ressemblais pas à une basketteuse, j'étais un peu grunge, rock. D'accord, c'est un mélange de plein de choses. Voilà. Les viennoiseries, parce que c'est vrai que ici, chez nous, tout est cher. Je suis arrivée, il y avait une boulangerie-pâtisserie en face du lycée. J'aime beaucoup manger, hein, désolée. 3 pains au chocolat, ou chocolatine, comme ils aiment bien dire, ou 3 pains au raisin à 10 francs. Putain, mais à la fin de l'année, on m'appelait hamster joyeux. Je mangeais. Non, mais c'est vrai que c'est pas c'est beaucoup moins cher. Il y avait plein de choses auxquelles j'avais accès, en tout cas plus facilement qu'en Martinique. Et puis, j'étais un peu aussi toute seule. J'avais plus les parents sur le dos, donc c'était... Plus de liberté. C'est ça. Plus de liberté, ouais. T'en profitais. Ok, d'accord. Et du coup, t'as fait un mix pour ton style, quoi. Oui, mais après, l'année d'après, j'étais en centre de formation, donc j'étais en basketteuse, donc en jogging toute la journée, donc voilà. D'accord, c'était plus simple. Oui. Très bien. Du coup, comment tu décrirais la vie en Hexagone ? Enfin, en tout cas, le mode de vie ou la façon de vivre pour toi ? Quels sont pas les paramètres, mais les critères pour toi qui ressortent par rapport à la Martinique ? Une grande différence. Alors, moi, la donnée, elle est un peu faussée, parce que du coup, j'ai toujours en équipe. Ça veut dire que on a un mode de vie qui est assez particulier. On a 2 entraînements par jour. On a les séances de kiné, on a les séances de muscu. On peut avoir 1 ou 2 déplacements, dans la semaine. Donc on va jouer 2 matchs. Si c'est en Coupe d'Europe, ça veut dire que le mardi tu pars. Enfin, le rythme il est assez particulier. Donc moi j'ai plutôt les codes entre guillemets sportifs. Mais ce que je dirais juste, déjà c'est les gens en fonction de où tu es. Si tu es sur Paris, c'est clair que les gens sont beaucoup plus stressés. J'ai eu la chance de pas jouer à Paris, d'être plutôt dans des villes, des grandes villes, mais où il y avait une bonne ambiance, ou en tout cas une qualité de vie. Ça, c'était très important pour moi. Au début, pas forcément, mais au retour, oui. Quand j'ai pris un peu de bouteille, je me suis dit, non, il faut que j'aille dans des villes où il y a de la vie,
où on mange bien, parce que j'aime beaucoup manger. Donc j'ai encore une fois Lyon, Toulouse, même Nantes, même si Nantes il pleuvait quand même beaucoup. En Espagne, ouais, c'est la qualité de vie, c'est important. C'est important de se sentir bien. Après, voilà, hein, quand on est en Espagne, t'as les tapas, les gens sont beaucoup plus chaleureux. On retrouve ce côté un peu, je vais pas dire latin, mais chez nous, on est chaleureux. En France, les gens sont un peu plus froids, il y a beaucoup plus de recul. En Espagne, c'était pas ça. Les gens sont toujours en train de t'accueillir. Après, c'est toujours mañana, mañana. Hein. Quand tu attends quelque chose, tu l'auras pas tout de suite. Mais après, c'est comme partout. Hein. Faut observer. Bon, il fait un peu plus froid. Voilà, des fois, faut se couvrir. Mais je pense que voilà, j'ai souvent fait à l'époque. J'organisais pas mal de petits repas. J'accueillais beaucoup les gens chez moi. De mon équipe, on avait des petits crews. Voilà, on faisait des repas. Ben, on montre qui on est. Et ce côté accueillant, ça ouvre aussi pas mal de portes. Quelle porte ça t'a ouvert? Ouh, quelle porte ça m'a ouvert. Beaucoup plus par rapport aux joueurs et aux joueuses. C'est vrai que on va pas forcément proposer des repas festifs à des élus ou des partenaires chez soi. Mais oui, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais au final, c'était pas plus mal parce que ces sportifs ou ces sportives maintenant ne sont pas forcément en activité. Donc maintenant sont à certains postes, que ce soit dans des fédés ou dans des clubs ou dans des universités en tant que coach, etc. Donc le réseau est resté le même, il s'est un petit peu développé et les personnes qu'on connaissait en tant que joueur ou qu'entraîneur ont aussi évolué. Du coup, est-ce que tu dirais que jouer en club, ça t'a aidé à t'intégrer plus facilement? Oui et non. Oui et non, parce que quand on joue, en tout cas quand on est dans un sport co, on va forcément faire de la cohésion de groupe, on doit apprendre, j'ai envie de dire, c'est du management. C'est vraiment du management. C'est aussi s'ouvrir aux autres. Maintenant, tout dépend de sa personnalité. Moi, j'ai souvent eu l'opportunité d'être capitaine de mes équipes parce que pour moi, je pense que j'étais quelqu'un d'assez responsable. Mon rôle, c'est vraiment de faire tourner le groupe. Donc on est obligé de s'ouvrir, on est obligé d'aller vers les autres, on est obligé de, pas dire se montrer vulnérable, mais en tout cas de montrer certains aspects de soi aux autres pour que eux aussi en contrepartie acceptent de s'ouvrir. Mais j'ai pu jouer avec des filles qui n'étaient pas du tout ouvertes. Mais après c'est comme ça partout. Oui, c'est partout. Il y a des gens qui, comment dire, on va tomber sur des gens qui vont nous aider, d'autres qui vont pas du tout, enfin qui vont être des barrières, il faut juste, je pense, les éviter et puis avancer, faire son chemin. D'accord, très bien. En tout cas, faire avec. Oui, on fait avec, composer avec. Comment as-tu géré l'éloignement avec la Martinique, la famille, etc. et les exigences d'un sport de haut niveau? Alors l'éloignement avec la famille, c'est vrai qu'à 16 ans, moi j'étais contente, hein, je pars, la vie est ouverte, comme dirait l'autre, mais j'ai dû le gérer, parce que quelque part, j'avais quand même pas un poids, mais les espérances, il y a la confiance de la famille qu'on n'a pas envie de trahir, qu'on n'a pas envie de décevoir, ne serait-ce que par rapport à mes études. Certes, j'étais contente, je pourrais être un peu plus libre, parce que à 16 ans, on est rebelle dans sa tête et voilà. J'avais toujours mon Walkman, ensuite mon Dixman, ensuite mon MP3, ma musique. C'était la chose qui me rattachait à mon île. Et dans ma tête, j'étais une danseuse aussi. Donc voilà, le zouk, la dancehall, toutes ces choses-là, le raga, toujours à fond. C'était ma façon de pas de m'identifier, mais en tout cas de revendiquer mon identité. En même temps, voilà, enfin, les Antillais, il n'y en avait pas forcément des masses. On se reconnaissait, hein, on se connaissait et tout. Mais dans mes équipes, il y en a pas vraiment eu. Donc, est-ce que tu dirais que tu t'es senti plus attaché à ta culture une fois que tu as quitté le département ou que quand tu y étais? Oui. Parce que quand on est chez nous, quand on est chez soi, on prend les choses pour de l'acquis. Et on le voit souvent, on va avoir plein de touristes ici qui connaîtront mieux l'île que nous. Et ce n'est qu'une fois que je suis partie que j'ai commencé à vraiment faire du tourisme, vraiment visiter les trucs, me dire ah mais tiens on a ci, on a ça, et vraiment peut-être m'intéresser à la cuisine, à des choses auxquelles j'ai toujours eu accès et qui pour moi étaient normales. Mais du coup, la mer, quand on est loin, ah là, on y pense toute l'année. Et je dis une bêtise là, par exemple, maintenant que je suis rentrée, la mer, j'y vais pas tant que ça. Alors qu'à l'époque, je mourrais pour ça. Je vais rentrer, là, il faut que j'aille à la mer, il faut que j'aille bronzer, il faut que j'aille sur le tour, il faut que j'aille ceci, non.
Ouais, parce qu'on a peut-être tendance à oublier, mais enfin, on vit dans un endroit où certaines personnes veulent aller en vacances. Bah, c'est ça. On est quand même dans un lieu quelque part paradisiaque, ouais. Non, c'est clair. Du coup, je voulais te demander ton rapport à la culture martiniquaise quand tu étais là-bas. Mais du coup, c'est vraiment la musique qui t'a permis de te rattacher à celle-ci, ouais, t'ancrer, ouais. D'accord. M'ancrer. Ah ouais. Ouais, carrément. Après, il y a toujours la famille qui va rapporter des petites choses à manger, qui va t'envoyer, quand tu restes en France, qui va t'envoyer des colis pays, avec des trucs, t'es là, t'es en train de pleurer. Je vais rentrer chez moi. C'est censé aider, ça Oui, ça aide, mais... Ça te rappelle quand même que du coup, t'es pas là, ouais, t'es loin. Après, ouais, côté loin. Après, j'ai envie de dire, c'est un moment qui passe, et puis voilà, quand on rentre en vacances, on profite, on va voir ses amis, sa famille, on mange, machin, on prend 4 kilos, et après c'est reparti, il faut aller courir, faut aller les perdre. Mais du coup, justement, ça me fait penser à une question, ce rapport, parce que du coup, tu étais quand même sportif de haut niveau, tu dois maintenir une condition physique, comment tu faisais quand tu rentrais en Martinique, est-ce que du coup tu te restreignais, enfin, des choses que tu mangeais pas, ou tu te faisais plaisir et t'avais une semaine ou 2 semaines pour préparer Moi, j'ai la chance de pas avoir eu de problème de poids, et surtout, j'éliminais, c'est-à-dire que moi, je fais un aller, je transpire. Donc, je faisais pas forcément particulièrement attention à ce que je mangeais en saison, mais je faisais pas d'excès. Ça veut dire que j'étais pas en train d'acheter des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça. Mais si j'avais envie de manger un McDo, je le mangeais. Hein. Voilà, on n'en meurt pas. Après, c'était plus côté pratique. Voilà, tu sais que tu fais du sport, tu vas bouffer des pâtes. Tu vas bouffer des pâtes, tu vas bouffer du poisson, tu vas bouffer du poulet, de la viande blanche. C'est très répétitif. Après, quand je rentrais ici, je vais pas me restreindre. Hein, moi, j'aime manger. Après, voilà, tu assumes. Tu sais que tu vas morfler en rentrant. Donc soit tu profites de tout mais tu n'abuses de rien. C'est pas non plus comme si je mangeais énormément et que je prenais trop de poids. Mais voilà, tu sais que même quand tu es en vacances, tu dois t'entraîner. Donc j'allais m'entraîner. Donc ça allait. Est-ce que tu as gardé du coup cette hygiène de vie de sportive en termes d'alimentation Comme je te disais, je faisais pas forcément attention. C'est vrai qu'au début, quand je suis rentrée, hygiène de vie, souvent les sportifs, quand ils arrêtent, soit ils se mettent dans autre chose et ils sont à fond, soit ils arrêtent. Moi, je suis rentrée, j'étais toujours, je faisais encore du basket, mais j'étais 4 fois à la salle de sport, 4 fois par semaine à la salle de sport, à me faire 1 heure, 2 heures de muscu. J'étais encore à fond dans mon truc. Et puis après, les objectifs, les priorités ont changé. Parce que t'es entrepreneur, t'as des projets à mener, t'as moins de temps. Et du coup, je suis tombée dans un très mauvais extrême. Ça veut dire que je faisais plus de sport. C'était travail. Je mangeais pas bien. Souvent, toujours des trucs à emporter. Parce que pas le temps de cuisiner, etc. Depuis quelques temps, j'ai essayé... Non, oui, j'arrête. Donc j'ai arrêté les choses à emporter. Maintenant, je cuisine. Je me force à cuisiner, à faire mes petits tupperwares. Donc je fais du prep meal. Tous mes plats sont prêts pour la semaine. Tu fais le batch cooking. Exactement. Donc je fais ça et du coup, je fais attention. Si je mange mal, c'est que je ne mange pas chez moi. En tout cas, je ne mange pas ce que je prépare. Ça veut dire que il y a beaucoup de repas de famille, il y a les anniversaires. Là, j'arrive, je sais que je vais prendre 2 kilos. Facile. Ou des repas avec des amis au resto et tout ça. Mais non, par rapport à ça, voilà, je mange, je pense, mieux qu'avant. Après, en termes de sport, j'essaie de trouver un équilibre, mais j'avoue qu'il y a des périodes un peu chargées avec des événements, le sport passe à la trappe. Mais le but, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça, de travailler moins, de faire un peu plus de sport, de manger mieux. Parce que de toute façon, l'âge monte et mon corps me le rappelle, tu n'as plus 20 ans, donc il va falloir prendre soin de moi. Très bien. Très bonne philosophie. Du coup, alors après ta carrière en tant que basketteuse, tu as lancé ton entreprise. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est Sports Indies ? Sport Indies, c'est une agence d'événementiel sportif. On est positionné sur trois pôles d'activité. Donc tout ce qui va être stage sportif, ça va des camps de basket pendant les vacances scolaires pour les jeunes locaux, à la logistique pour les équipes qui veulent venir chez nous, donc aux Antilles Guyane, pour faire des mises au vert, des tournois, voilà, des prépas. Donc je m'occupe des hébergements, des infrastructures sportives, du transport, etc. Je coordonne les activités, etc. Parce que j'ai eu l'opportunité, quand je faisais du sport, de vivre ça,
tous les ans on en faisait, donc je pense qu'il y a des choses à faire localement. Ensuite, on fait aussi tout ce qui est team building. Donc pour les entreprises, team building, séminaires avec conférenciers sportifs, des journées sportives. Donc je reste vraiment sur le sport, mais je le décline différemment. Et puis l'événementiel, où là par contre je vais travailler, collaborer avec des associations pour monter des projets autour du sport. Donc des projets plutôt à impact social. On fait par exemple des actions dans les écoles. Là il y a les Summer Games qui arrivent, on fait venir des champions français et on fait plein d'activités, plein d'actions pour différents publics. L'idée c'est vraiment de créer des passerelles ou en tout cas s'appuyer sur le sport comme un outil. Un outil d'excellence, d'éducation, enfin, de plein de choses. Pourquoi tu as voulu entreprendre ? Pourquoi j'ai voulu entreprendre ? Très bonne question. Parce que déjà, je voulais rentrer chez moi. Ça, c'était... Je n'ai rien laissé dans le pays de la personne. Je pense que 20 ans, c'est bien. À un moment, il faut rentrer et rapporter ce qu'on a pu voir ailleurs. En tout cas, essayer de contribuer. Ça, c'était vraiment important pour moi. Parce que je voulais pas non plus travailler pour quelqu'un. C'est bien d'être basketteur, mais les clubs, voilà, des fois, au bout d'un moment, on a envie de voler de ses propres ailes. On a envie de créer quelque chose. Et voilà, c'est ça. J'avais envie de créer quelque chose par moi-même, pour ma communauté, et pouvoir avoir un impact. C'était vraiment dire, ok, tu as fait une partie de ta vie, tu as fait du sport, super. Quel impact ça a laissé, ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux laisser comme, entre guillemets, souvenir après ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi et comment tu peux y arriver ? Donc voilà. Donc cette fibre entrepreneuriale, tu l'avais déjà pendant ta carrière. Je veux dire, est-ce que ça a été un... tu savais déjà dès le début que tu... D'accord, comment ? D'accord, ok. C'est-à-dire que... Non, je savais pas du tout. C'est-à-dire que c'est vrai que je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait un bilan de compétences, je me suis fait accompagner pour ma reconversion. Et même en rentrant, j'étais plutôt partie sur l'aspect tourisme sportif. Parce que c'est vrai que quand on est sur les terrains pendant 20 ans, la moitié de sa vie du coup, on sait courir après un ballon, on sait faire des choses autour du sport. Et puis on est dans une zone de confort. Et là, c'était, mais qu'est-ce que tu sais faire de tes mains, quoi ? Et les sportifs ont des compétences, mais ils savent pas forcément les valoriser. Donc il a fallu vraiment faire un travail sur moi pour savoir, voilà, ce que j'aime faire, ce à quoi je suis bonne, ce pourquoi je pourrais me faire payer, etc. Donc j'ai cherché, et en fait, là, plus ça va, plus je retrouve, entre guillemets, j'ai envie de dire mon ikigai, mon alignement, mon alignement avec mes valeurs. Parce que au final, j'ai cette envie de servir, de pouvoir être utile. Et être utile avec un ballon, c'est un peu... voilà, c'est... Quand on y pense comme ça, non. Mais par contre, quand on voit the big picture, et tu es là, tu te fais, mais ok, t'as joué avec un ballon, mais t'as rencontré des gens, peut-être que tu peux les mettre en réseau, peut-être que tu peux créer des passerelles. Comment tu peux être utile, en fait ? Et c'était vraiment ça. D'accord, ok, je vois, très bien. Parce que du coup, tu disais être inspirant avec un ballon. Moi, je pense que quand tu es sportif de haut niveau, je pense que tu peux être inspirant pour les jeunes et tout. Oui, tout à fait, tu es inspirant, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller au-delà de ça. Parce qu'au final, un gamin, il va te voir, ah ouais, il a été champion, il a été championne, super, je veux devenir champion, tout ça. Ok, mais qu'est-ce que tu lui apportes en plus de ça ? C'est bien, c'est le début. Ça, c'est que le début. T'as galéré des années, t'as sacrifié des années, tu as réussi à atteindre certains objectifs, tu as un certain palmarès, tu peux le mettre en avant, ça va t'ouvrir des portes, ça va inspirer des gens, mais super. Mais qu'est-ce que tu fais de plus ? Et c'est ça, c'est vraiment le pas supplémentaire, l'étape supplémentaire pour vraiment contribuer. Ça, c'est que la première étape. Et pour, entre guillemets, give back, il faut le plus. Et là, je suis vraiment en train de travailler sur ce plus. Comment apporter, de quelle façon, comment innover et montrer quelque part que le sport, c'est pas juste du sport. Oui, il y a d'autres valeurs derrière. Oui. C'est ça. Et surtout dans notre société où le sport est, à mon sens, sous-coté. Sous-coté parce que, et je crache pas dessus, nous sommes un pays où l'intellect prime. Nous sommes le pays des Lumières. Aujourd'hui, un sportif, soit sportif, saute, court, dribble et tais-toi. Aujourd'hui, on voit des Mbappé, on voit des sportifs qui prennent
qui prennent la parole, qui utilisent leur plateforme pour véhiculer des messages, et ils sont de plus en plus en vue. Et ils s'expriment bien, on voit il y a du travail derrière. Et ce côté un peu du sportif qui réfléchit pas et qui sait pas trop quoi faire de sa vie, ça passe à la trappe. Et ça, c'est très bien. Mais du coup, croire que c'est un poids plus, on va dire, qui retrouve la place qu'il devrait avoir, qu'il trouve et pas qu'il retrouve, la place qu'il devrait avoir, il y a encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, on a les jeux qui arrivent. Je pense que c'est une belle occasion. Maintenant, quand on va dans un système comme le système américain, où on peut avoir des bourses pour jouer. Aux États-Unis, une bourse, ça coûte une blinde. S'il faut payer 50 000 $ pour une année, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Donc, si on a un sportif qui peut avoir une bourse et qui derrière a de bons résultats scolaires, parce que le sport c'est qu'éphémère en fait. C'est clair, c'est sûr. C'est vrai que je trouve que peut-être dans le système français, après je sais pas si c'est en train d'évoluer, mais on a tendance à mettre les gens dans des cases. C'est-à-dire que si t'as fait études d'ingénieur, tu seras ingénieur toute ta vie, tu pourras pas être comédien ou changer de carrière. Si t'as fait sportif, tu seras sportif. Et par exemple l'exemple de Lilian Thuram, qui était un grand footballeur, qui maintenant écrit des livres et s'engage dans la cause contre le racisme et la discrimination. On sent que il y a encore ce problème de crédibilité peut-être. Il n'est pas totalement admis dans l'intelligentsia, etc. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as fait une chose dans ta vie que tu n'es pas capable de faire d'autres choses ou de changer. Et justement, c'est ça qui est riche en fait. Exactement. Faut trouver sa place, mais pas rentrer dans des cases. Ah, c'est une belle phrase ça. Ouais. En tout cas, pas se restreindre. Ouais, on peut être dans plusieurs cases. On peut avoir le pied, encore une fois, l'ikigai. Oui, exactement. C'est ça. Et c'est ça. Okay. Donc plutôt dans des ronds, dans des cercles. Est-ce que tu peux expliquer rapidement Ikigai pour les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas ? Toi, tu sais. Vas-y. Toi, vas-y, explique. Alors, du coup, puisque effectivement, on en a parlé pendant sa conférence au salon à Léviré, donc l'Ikigai. Alors, du coup, en fait, c'est un concept japonais. Et donc, en fait, il y a plusieurs cercles, donc, qui vont s'entremêler. Donc, il y en aura 5 au total. Donc, il y en aura un cercle central et 4 autour. Et donc, dans les 4 cercles autour du cercle central, donc, en fait, il faut lister, en fait, les différentes compétences qu'on a. Donc les compétences sur lesquelles on peut se faire payer, notre passion, ce pourquoi on est bon, et le 4e, la mission, voilà. Et du coup au centre, on trouve l'ikigai qui est notre pourquoi, quelque part. Voilà. Donc voilà, c'est un excellent exercice pour les gens qui se cherchent ou qui veulent, qui se cherchent et qui veulent savoir ce pourquoi ils sont bons et ce vers quoi ils devraient se tourner. Donc voilà, n'hésitez pas à le pratiquer, à le faire. Il y a un livre dessus aussi d'ailleurs. Il y en a plusieurs, ok. Mais c'est vrai que moi, au début, quand je me cherchais, c'était ça. À un moment, je voulais être interprète. Parce que dans mes équipes, je traduisais de l'anglais à l'espagnol, de l'anglais au français. Ça ne me dérangeait pas. Je savais le faire. Bon, après, c'est des études aussi. Voilà. Mais j'avais une facilité à le faire. Mais est-ce que c'est le truc où tu as envie de te lever tous les matins, de te dire « Ah, c'est trop bien, je vais être... » Non, c'était pas mon truc. Et pourtant, j'aime les langues. Donc, je me suis vraiment beaucoup cherchée. Et du coup, la mission, pour moi, c'est comment je peux aider ma communauté, comment je peux développer le sport, comment je peux développer le territoire par le sport. C'est ça. Et là, pour moi, je suis valide. Je suis validée, je suis crédible. En tout cas, valide pas encore, mais j'y travaille, mais là, je suis crédible. Parce que je sais de quoi je parle, je sais vers quoi je veux aller, et je sais sur quoi je vais m'appuyer pour le faire. Dans ta mission, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu aimerais que le sport devienne... soit plus reconnu au-delà de ces aspects, de ces bénéfices physiques pour le corps, aussi en termes de cadre de vie, de mission de vie, de source d'inspiration pour les jeunes et aussi de cadre de vie, quoi. D'excellence, aussi de pédagogie. Aujourd'hui, le sport, on peut utiliser à toutes les sauces et pour différents publics. Donc, pourquoi pas le faire ? Pourquoi pas lui donner une place avec plus d'importance ? Quand il y a eu la Covid, quand on a été confiné. Au début, on a dit pas de sport, pas de contact, etc. Ils l'ont vite remis dans la liste des choses qu'on pouvait faire. Oui. C'était la bonne excuse. Et tout le monde a commencé à acheter son petit vélo d'appart, tout le monde a voulu faire du sport. Donc c'est quelque chose, mine de rien, qui est très important. Mais encore une fois, on le prend pour de l'acquis. Seulement, il ne s'agit pas juste de libérer des hormones, il s'agit de bien-être mental aussi. C'est aussi ça. Il y a plein de choses qui peuvent être utilisées et c'est fait partout ailleurs. Pourquoi pas chez nous ?
Quelle qualité as-tu développé dans le sport que tu as pu utiliser dans l'entrepreneuriat? Résilience, ouais, la résilience. Après, pas que ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour l'entrepreneur. La résilience et la discipline. Encore une fois, pas la motivation. Enfin, la motivation, là, on l'a pas, mais la discipline de se lever, d'être capable de passer beaucoup de temps sur des choses, de dire, bah, c'est pas grave, tout le monde est en train de faire la fête, mais moi, j'ai mon objectif en tête et voilà, ouais, c'est vraiment dire, ok, ce que je veux vraiment ou ce que je veux maintenant. Et ce que je veux maintenant, si je comprends en tout cas, si ce que je veux vraiment a vraiment l'importance que je lui donne, ce que je veux maintenant, ouais. Ok, c'est comme les gens qui vont se dire beach body pour le tour, machin, et ils commencent à faire du sport, mais ouais. Ok, mais est-ce que là, le McDo, la grosse glace, machin, est-ce que tu vas accepter de pas en manger ou en manger moins parce que ton objectif final, c'est ça? Est-ce que tu accepteras de faire, je sais pas moi, 5 heures de sport par semaine? Et du coup, c'est quoi ton secret pour avoir de la discipline? Mon secret pour avoir de la discipline, je sais pas si j'ai un secret, j'ai été formaté comme ça. C'est-à-dire que je me connais, et ça, je pense que c'est vraiment important. Donc je sais qu'il faut que je m'impose des rythmes. Mais surtout si j'ai pas envie de le faire. Si c'est pas des trucs kiffants, si par exemple il faut que je fasse plein de dossiers, des choses comme ça, bon, je sais très bien que c'est pas ce que je préfère, mais je sais que c'est 90% du boulot. Donc je connais mes heures entre guillemets où je fonctionne le mieux. Moi je suis plutôt du matin, donc j'ai pas de souci à travailler vraiment tous les dossiers le matin. Je sais qu'après la pause déjeuner, par contre, il va falloir aller mollo, donc je vais faire plutôt de la créa. Tu vois, et puis après je sais qu'à 16h, ben, là je peux recommencer à réfléchir, entre guillemets. Donc c'est vraiment m'imposer des rythmes en fonction de mon cycle, entre guillemets. Puis voilà. Et puis après, une fois que tu les as installés, ben, ça devient une routine en fait. Et limite, t'en as besoin. Quel est le projet le plus impactant que tu as organisé avec Sport Indies? Le plus impactant, ben, je pense que ça reste les Summer Games. Pourquoi? Parce que, ben, comme j'avais dit, c'était l'idée pour moi, c'était de créer des passerelles entre le sport local et l'extérieur, en faisant venir des champions et permettre d'abord à nos jeunes, mais pas que, d'avoir accès à ces champions, au-delà de 2 autographes et voir un match amical, ce qui pour moi c'est mignon, mais ça n'a pas d'impact. Enfin si, ça peut être inspirant, mais voilà, créer du lien, permettre à nos populations d'échanger avec ces champions, de bénéficier de cette exemplarité, parce qu'on fait quand même venir pas mal de champions ultramarins, que ces jeunes bénéficient de conseils, qu'on puisse rassembler des publics qui a priori n'ont rien à voir ensemble. Tu vois, par exemple cette année on va mettre le focus sur le handicap, on va faire des challenges handi-valides. Voilà, c'est rassembler et rappeler que ben justement le sport rassemble. Donc pour moi ça reste les Summer Games, sachant que de toute façon c'est un concept qui va être développé. On a commencé sur la Martinique, mais la Martinique n'est pas la finalité, donc on sera sur d'autres départements. Le réseau, c'est pas qui on connaît, mais qui nous connaît. Ça c'est vraiment très important. Je l'ai compris malheureusement tard. Bon, après, ben, on s'adapte. Après, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître pour savoir, ben, encore une fois, comment on fonctionne, ce qu'on est capable ou pas de faire, ce qu'on a envie de faire, se chercher. Et puis, quand on ne sait pas, eh ben, déjà faire la liste de ce qu'on n'a pas envie de faire, de ce qu'on n'aime pas faire. Ça peut déjà aider. Après, voilà, s'entourer, hein, encore une fois, trouver les personnes ressources, les personnes compétentes, disponibles et disposées, et de confiance, sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'on en a toujours besoin. Et puis, je vais pas dire ne pas se fixer de limites, mais se donner les moyens. Et justement, pour pas avoir de regrets, alors on donnera ce qu'on pourra au moment T, mais y aller à fond pour pas justement se dire, ben voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai atteint ou pas mes objectifs. En chemin, ben il m'est arrivé ci et ça m'a ouvert d'autres portes. Il faut y aller parce que encore une fois, on vient de tout petits territoires. On nous considère pas forcément comme on devrait être considéré, mais on l'a montré. On a ce feu, cette chaleur en nous, on a cette intelligence, on a des super parcours. Et je pense que on peut marquer la terre. On peut marquer la terre de notre empreinte et montrer que, certes, ça reste des points sur des cartes, mais comme tu l'as dit, 2,2 millions de personnes, 2,2 millions, on doit avoir un impact et on doit prendre notre place et personne nous la donnera cette place. Très bien.
Super message. Tu as lancé ton entreprise en Martinique. Quand est-ce que tu as décidé de rentrer et pourquoi? J'ai décidé de rentrer. J'ai toujours su que je voulais rentrer, déjà, parce que qu'est-ce que je vais faire dans le froid là? Enfin bon, voilà. J'ai toujours su que je serais rentrée. Pourquoi? Parce que c'est chez moi et que j'avais envie de rentrer et être proche de ma famille, que du coup j'avais laissé pendant 20 ans. Quand j'ai décidé de rentrer, en fait, je crois que en 2010, 2010-2011, je commence vraiment à travailler sur ma reconversion. Et en fait, un peu après, quelques années après, il y a ma grand-mère qui décède. Et du coup là, c'était ok, c'est bon, je rentre. Parce que du coup, j'avais pas passé, enfin, je m'en voulais un peu de pas avoir passé assez de temps avec elle. Mais en même temps, bon, elle savait ce que je faisais, elle était très fière. Mais je me suis dit, c'est bon. Là, j'ai plus d'excuses, machin. Tu vas rentrer parce que si tu le fais pas, tu vas continuer comme beaucoup de sportifs. Et encore une fois, je respecte les choix de chacun, mais il y a beaucoup de sportifs qui continuent encore très vieux sur les terrains. Et non, c'était pas le but. Et il était temps pour moi de commencer à faire quelque chose. Enfin, je faisais déjà du basket, mais bon. Oui. D'accord, faire autre chose en tout cas. Ok, super. Quels sont les bénéfices pour toi à vivre en Martinique? Une qualité de vie. Une qualité de vie, bon, elle est chère, la vie, hein, voilà. Il y a le chlordécone, il y a plein de petites choses qui sont pas très sympathiques. Mais une qualité de vie, je pense que, par exemple, pour des entrepreneurs ou des familles qui veulent rentrer et élever leurs enfants, je pense que c'est beaucoup mieux de les avoir, des jeunes enfants en tout cas, les avoir qui grandissent ici, je dis une bêtise, si le midi je veux aller à la mer, je peux aller à la mer, m'acheter un sandwich et me mettre près de la mer ou tremper mes pieds, enfin... Ça a pas de prix. Il y a des gens qui tueraient pour ça. Puis encore une fois, voilà, je suis chez moi, c'est quelque chose... Il y a tellement de choses à développer. Et on a la chance, quand on s'expatrie, de voir plein de choses et d'avoir peut-être une ouverture d'esprit un peu plus large. Et donc on peut ramener des concepts, on peut les modifier à notre sauce, on peut faire plein de choses. Je pense que les Outre-mer, c'est un Eldorado. Encore une fois, personne ne nous donnera la place, il faut la gagner, il faut faire ses preuves au quotidien. Pour ceux qui pensent que en un claquement de doigts, non. Moi aussi, comme beaucoup de gens qui rentraient, j'ai eu des conseils, des gens qui m'ont dit mais tu vas voir, ça va être dur, ça va être ceci, ça va être cela. Et on arrive avec notre motivation, on dit mais non, ça va aller, je vais maintenant. Non, on galère, mais c'est ok, c'est bien de galérer, c'est nécessaire et ça vous permet aussi de voir si vous êtes vraiment accroché à votre projet. Mais en tout cas, il faut faire ses preuves et il faut pas lâcher. Faut pas lâcher parce que votre place, de toute façon, faut la gagner, mais vous l'avez, donc faut la prendre. Comment tu l'as gagné toi ta place? Comment j'ai gagné ma place? Très bonne question. J'ai monté des projets auxquels personne ne croyait, où on me disait mais ça n'a pas d'intérêt, ou ouais mais c'est les associations qui font ça, et patati et patata. Ok, je vais bosser avec les associations, je vais... voilà, j'ai testé des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. Après, il faut tester. Il faut tester des formules, voir ce qu'on garde pas, comment on fait, et voilà. Mais j'ai lancé des choses, tout le monde m'a dit mais non, ça n'a pas marché. Si en fait, mais je savais pas que c'était pas possible, donc je l'ai fait. Après, maintenant que je vois, je fais différemment. Mais voilà. Comment s'est passé le lancement de Sport Indies? Comment s'est lancé le lancement de Sport Indies? Je me rappelle pas. J'ai lancé. J'ai commencé, j'ai travaillé avec les ligues. En fait, je travaillais sur leurs finalités ou les clubs sur les finalités. Donc tout ce qui était finale, championnat, Coupe de Martinique, play-off, etc. J'ai fait aussi des événements pour des boîtes comme Decathlon. Après, c'était cool. Mais ça me faisait pas non plus super kiffer. Alors que maintenant, quand je monte des événements, entre guillemets, où je sais que ça a une utilité par rapport à ma communauté, là, en tout cas, je suis, pas dire fière de moi, mais je sais que, ok, ça sert, en fait. Il y a vraiment cet aspect social, pour moi, qui est important. Quelles difficultés tu as rencontrées et comment tu les as dépassées? Les difficultés, il y en a eu plein. Entrepreneur, à la base, je suis basketteuse, donc j'aime pas les chiffres. Donc la compta, mais non, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible, hein. Ça me donne des petits boutons. C'est vraiment un truc que je vais faire en dernier, mais c'est un mal nécessaire. Parce qu'un entrepreneur qui connaît pas ses chiffres, il va droit dans le mur. Donc voilà, j'ai dû apprendre à me faire violence. Il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais pas l'expertise.
en termes d'ingénierie, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on est quand même assez accompagné à la Technopole, donc ça, c'était bien. Après, sortir aussi de ce côté, pas dire bisounours, mais voilà, j'ai envie d'aider, etc. Mais ça reste aussi mon business. Donc, il faut revenir un petit peu sur terre. Il y a ce qu'on aimerait faire, il y a la réalité, et il y a comment on s'est payé pour. Au final, voilà, il faut mettre tout ça dans la balance pour trouver le bon équilibre. Quand tu es rentré, est-ce qu'il a fallu que tu te réadaptes? Alors, je suis rentrée en Martinique, je pense que j'ai mis 2 ans. Ah oui, non, mais moi, je fonctionnais pas. En même temps, les gens qui rentrent, ils fonctionnent pas pareil. Mais retrouver ma place, alors que pour moi, je me dis, mais c'est bon, tu rentres en Martinique, c'est chez toi, t'es rentré tous les ans, t'es rentré 2 mois et tout ça. Bah non, parce que quand on rentre en vacances, c'est pas quand on rentre pour travailler. Pas forcément les mêmes objectifs que ceux qui sont déjà ici, qui ont leur petite routine, ou quand on est entrepreneur, qu'on lance sa boîte. En plus, moi, j'étais limite obsessionnelle. Donc moi c'était ma boîte. Les loisirs, on va mettre de côté. Non, bon, on s'en fout. Donc voilà. Mais non, j'ai bien mis 2 ans à trouver un rythme. Après, c'était violent, hein, c'était dur. Et puis on rentre, mais je suis rentrée chez mes parents. Je suis partie à 16 ans. Tout le monde. Et après voilà, c'est. Mais non, mais t'inquiète, garde ton argent pour investir dans ton entreprise, comme ça tu. Et c'était le meilleur cadre possible. Mais moi, ça fait 20 ans que je suis partie, je vis toute seule, je fais ma vie. C'est un cliché. Si je me promenais dans ma maison en short et bouffer des céréales toute la journée, c'est bête ce que je dis. C'est un mauvais exemple. Mais j'ai pas envie d'être dépendant, en fait. Et ça, je l'ai très mal vécu. Et si ma famille écoute, j'en suis désolée, mais voilà. Mais je pense ils ont fini par le comprendre. Et j'ai pu déménager, je pense. Un an après, c'est pas non plus facile, mais c'était nécessaire. Bah, c'est vrai que moi je le ressens même quand je reviens en vacances, les parents nous voient toujours un peu comme leurs enfants, même si on est devenus des adultes, mais il y a toujours les petites remarques, les petites, alors que quand on n'est pas chez eux, on fait notre vie, ils savent pas, et voilà, donc c'est... Ouais, c'est ça, exactement, un petit peu, ouais. Même si après ça reste bienveillant, oui, mais il y a quand même ces remarques et tout, donc faut composer avec. Ok, super. Du coup, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais j'ai encore quelques questions à te poser, notamment une. Est-ce que tu auras un message à faire passer aux Martiniquais? Je pense que avoir dit tous mes messages. Non, un message à faire passer aux Martiniquais et aux ultramarins en général. Je dirais que nous sommes une nation forte. Et je trouve ça dommage d'attendre c'est une très mauvaise image, d'arriver à Châtelet pour créer une diaspora. Nous sommes forts ensemble. Et pour faire entendre nos voix, il faut être capable et avoir la volonté d'avancer ensemble. Je pense qu'on a la chance de voir de plus en plus des jeunes. Je suis pas vieille, mais je suis plus jeune non plus. Mais on a de nouvelles générations qui font des choses formidables. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de surfer sur la vague et de mettre de part et d'autre, enfin en tout cas de mettre de côté les a priori et les clichés, et voilà, on est ensemble, on a souvent beaucoup de problématiques qui sont semblables, et à un moment, si on veut se faire entendre, si on veut avancer, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Très bien. Et est-ce que tu retrouves cette envie d'avancer ensemble quand tu es ici, quand tu développes tes projets? Est-ce que tu arrives à trouver des gens qui sont dans cette même dynamique? Il y en a. Après, on se connaît pas forcément, mais je pense qu'il y a pas mal d'événements qui sont mis en place, de réseautage, encore une fois, de jeunes entrepreneurs, et ça, c'est bien. Parce que ça permet de se rencontrer, d'échanger, de s'identifier, de voir qui fait quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Au final, parce que le knowledge is power. Et ça, il faut aussi qu'on ait l'information de qui fait quoi chez nous et avec qui on peut travailler. Donc ça demande un travail de faire travailler son réseau et d'enquête un peu quelque part aussi. C'est ça. Qu'est-ce qui te donne envie de participer à ce podcast? Bah toi. Non, je trouve que la démarche, elle est bienveillante, qu'elle est intéressante, qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Après, encore une fois, ça rassemble. Malgré la distance, ceux qui écoutent peuvent s'identifier, peut-être contacter, contacter ceux que tu as déjà interviewés par le passé, ou en tout cas construire réseau, mais se dire ok, on a des gens chez nous qui font ça, mais moi aussi je suis capable, et moi aussi j'ai peut-être ce projet, mais j'ose pas. Il faut oser en fait.
Et ce n'est qu'en montrant, parce que oui, on a des livres, et dans les livres on voit l'histoire. On n'a pas beaucoup de livres sur nous, hein. On a des Aimé Césaire, on a des Frantz Fanon. Faut vouloir lire du Césaire avec son dictionnaire à côté, c'est lourd. Mais qu'est-ce qu'on a de plus actuel pour quel modèle, quelle exemplarité on a? On a des grands artistes, faut pas attendre non plus qu'ils meurent pour en parler. On a des jeunes artistes qu'on aime ou on n'aime pas. Ils ont le mérite de faire. Mais qui on a d'autres? On en a plein, mais on ne les connaît pas. Et on ne se connaît pas. Et c'est important de se connaître soi, et c'est important de savoir d'où on vient pour pouvoir, en tout cas, avancer et, je vais pas dire brandir fièrement nos drapeaux, mais ouais, il faut être fier. Il faut pouvoir dire, ouais, moi je suis martiniquais, je suis guadeloupéen, je suis guyanais, je suis de Mayotte, je suis réunionnais. Et puis quoi? Nous, on a fait ça, tu vois. Leslie, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir à mon micro et d'échanger avec toi. Mais pareillement. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming et d'écoute, que sont YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer et SoundCloud. Commentez, likez l'épisode, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel échange. À bientôt. Au revoir. À bientôt.